Nous sommes mardi 22 octobre 2019. Bienvenue madame, bienvenue messieurs dans cette édition de la télévision Renaissance dont voici les principaux titres. Depuis la petite matinée de ce mardi, des combats opposés l'armée burundaise et les hommes armés dans la zone de Musigati de la province de Bubanza. Une situation qui a créé une peur panique dans les habitants de la localité. Et le parti Sawanya Frodebu demande à la justice burundaise de faire des enquêtes pour connaître la vérité sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Et au cours de cette édition, nous reviendrons également sur la commémoration du massacre des élèves du lycée d'Okibimba, tués dans la foulée de l'assassinat de Melchior Ndadaye. 26 ans après, leurs parents réclament également justice. Et en page politique, l'ONG Olicom qui lutte contre les malversations économiques demande aux Nations Unies de garder un œil vigilant sur le processus de préparation des élections de 2020 au Burundi. Cela figure dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général des Nations Unies. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Insécurité pour démarrer cette édition. Des échanges de tirs de se sont entendus dans la matinée de ce mardi entre les militaires burundais et les hommes armés dans la commune d'Ogianga de la province de Bubanza. Selon les habitants, plusieurs hommes armés d'armes lourdes ont été aperçus dans cette commune d'Ogianga. Ces hommes armés se dirigeaient vers la réserve naturelle de la Kibira, du côté de la commune de Musigati dans la même province. Selon toujours les témoins de passage dans la commune d'Omanda, ces hommes armés ont enlevé 20 personnes, dont le chef de la colline Mitakataka en zone de Randa, puis relâchés sur la colline Ruziba en zone d'Ondi dans la commune de Musigati. Une opération de ratissage a par après été lancée par les jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, les militaires et les policiers. Une situation qui a fait peur aux habitants de la localité. Pour rappel, cette situation précède les inquiétudes de la part des habitants des communes Uganda, Rugombo et Domugui dans la province de Chibitoke qui dénoncent une distribution d'armes à feu aux démobilisés et aux Imbonerakure de ces communes depuis la fin de la semaine dernière. Et concernant toujours ces combats dans la province de Bubanza, le mouvement Red Tabara a finalement revendiqué ces attaques sur son compte Twitter. Et consécutivement aux affrontements qui se déroulent dans la province de Bubanza, nous venons d'apprendre que l'équipe des journalistes du groupe de presse Iwachu qui se rendait sur terrain pour s'enquérir de la situation a été arrêtée et incarcérée au commissariat de la province de Bubanza. Et poursuivons cette édition. Le parti Sawanya Frodebu demande à la justice de faire des enquêtes pour connaître la vérité sur l'assassinat du président Ndadaye Melchior. Pierre Claver Naïmana, président du parti Frodebu, dit que ce n'est pas le parti Frodebu qui a perdu, mais plutôt tous les Burundais suivaient. Nous, les membres du parti Frodebu, nous faisons partie de ceux qui ont demandé que la justice soit faite, qu'elle fasse les enquêtes pour dénoncer ceux qui ont tué le président Ndadaye Melchior et ceux qui les ont envoyés. Parce que ceux qui portent les armes pour poignarder, en général, ils sont envoyés par les autres personnes puissantes qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est le travail de la justice pour qu'elle trouve l'origine et ce qu'ils cherchaient pour que tous les Burundais qui ont perdu sachent la vérité. Le parti Frodebu a perdu, mais sache que Ndadaye Melchior était le président, donc ce sont tous les Burundais qui ont perdu. Et l'association des veuves et orphelins pour la défense de leurs droits à vote réclame également la lumière sur l'assassinat de leurs époux et pères. Il s'agit des anciens compagnons de feu Melchior Ndadaye qui ont été assassinés le même jour. Suivez Adèle Aïchakiye et elle est présidente de l'association Avod. On a entendu qu'ils ont amené le procès de ceux qui ont tué le président Melchior Ndadaye qui a été élu par la population.
Nous voulons que ce procès passe devant pour que le criminel soit puni. Parce que l'impureté, c'est ce qui a fait que notre pays retourne dans les conflits interminables. Alors, on demande que la justice soit faite et on demande aussi que la justice fasse son travail pour que ceux qui ont perdu les leurs sachent ce qui est passé réellement. On demande donc la transparence. Et l'ancien président Sylvain Seniba Nonganya figure parmi les proches du président Melchior Ndadaye à l'époque. Il reconnaît que pour aboutir à la démocratie, Melchior Ndadaye a su s'entourer des personnes dynamiques qui l'ont aidé à y arriver. Suivez. C'est dommage qu'aujourd'hui, dans le discours de M. Ndadaye, on n'a pas diffusé tout ce qu'il a dit. Parce que j'étais avec lui quand il a prononcé son discours. Je l'ai accompagné depuis chez lui jusqu'à la radio-télévision nationale. Il avait tenu à remercier à le nommant le major Pierre Buyoya pour avoir accepté d'abord d'organiser ces élections, mais aussi pour avoir accepté de reconnaître les résultats qui en ont été issus. Si éventuellement il y aurait des problèmes qui soient connus aujourd'hui, il ne faut pas qu'on note à la parole que Ndadaye a prononcée sa dimension large, de largesse d'esprit, de tolérance, d'encouragement de tout le monde. La démocratie a été amorcée par l'œuvre de Melchior Ndadaye et ceux qui l'ont accompagné. Des fois aussi on l'oublie. Ndadaye ne travaille pas seul. J'ai beaucoup apprécié l'homélie de l'archevêque de Bujumbura aujourd'hui. Ndadaye ne travaille pas seul. Il était avec des amis avec lesquels il a pensé. Il était avec des amis avec lesquels il a agi. Nous devons également nous souvenir en les nommant, en les désignant par leur nom et non en restant dans la globalité. C'est que l'histoire là qu'on nous donne. Ce sont des héros mais qui avaient su constituer autour d'eux une dynamique de force bien coordonnée de manière synergique qui a amené justement à ce qu'il y ait les changements qu'il y a. Alors, la démocratie, ça se construit tout le temps. Même ceux qui disent être avancés en démocratie, vous voyez toujours qu'ils font des réformes aujourd'hui. C'est une valeur, c'est un mode pour lequel on continue à travailler, qu'on continue à améliorer. Mais il y a un pas qui a été franchi, il y a des pas qui ont été faits, il y a 2 pas en arrière, mais on est toujours en train d'avancer et certainement que le Burundi arrivera. Je vous le disais dans les titres, les élèves du lycée de Kibimba, accompagnés de leurs parents et amis, se sont souvenus également de leurs aînés massacrés dans la foulée de l'assassinat de Melchior Ndadaye le 21 octobre. 26 ans après, leurs parents réclament également justice. Les détails dans ce reportage de Denis Daïkenguruki. Les festivités ont débuté par une messe à mémoire de 150 élèves Tutsi sauvagement assassinés à Kibimba. Les auteurs de l'assassinat les ont trouvés rassemblés dans une station-service Kwibubu avant de subir une mort atroce. Certains ont été brûlés vifs, d'autres décapités à la machette. Ces derniers ont été massacrés dans la foulée de l'assassinat de Ndadaye Melchior, président démocratiquement élu par le peuple burundais. Simon Suguru, représentant des parents qui ont perdu le leur, a exigé la lumière sur ces massacres. Nous avons entendu parler qu'il y a certaines gens qui ont été arrêtés pour mener une enquête sur les auteurs de l'assassinat du président Ndadaye. De cette époque, ce n'est pas mauvais, mais nous voulons une justice réelle dans cette affaire qui nous permettra de demander au gouvernement de nous chercher les auteurs du massacre perpétré contre des élèves innocents de Kibimba, les accusant tout simplement que Ndadaye est mort assassiné à Bujumbura. On revient sur cela. Ceux qui ont le même esprit de tuer les autres sans issue, il faut qu'ils reviennent à la raison, connaissant que eux aussi se trouvent encore sur terre. Cessez de tuer, puisque le sang ne disparaît pas. Parmi les personnes qui étaient présentes dans cette commémoration, aucune autorité n'a représenté le gouvernement pour se joindre à ces familles. Une attitude qui n'est pas bien saluée par Fabien Wanchiganino, un parlementaire ici de la coalition Amizero Y'Abarundi. Il demande en effet une justice pour les promoteurs, malgré qu'il y a certains qui ont été déjà condamnés. Les autorités administratives veulent cacher certaines choses, mais lorsqu'il n'y a pas de vérité, on ne peut avoir une solution. Je l'ai vu à Buta, où il n'y avait pas aucune autorité qui avait présenté le gouvernement.
Ici à Kibimba, même personne n'est présent de la part du gouvernement. C'est vraiment dommage. C'est impossible du moment où il y a la commission Vérité et Réconciliation qui devrait participer dans des événements comme celui-ci, mais qui reste indifférent. Ça se voit qu'ils cachent quelque chose, ils veulent que la réalité ne soit pas connue. Oui, la justice n'a pas encore fait grand-chose, mais il y a une petite partie où le directeur de l'établissement a été condamné comme 6 autres personnes. Le directeur du lycée Kibimba, Filima Niyonkenguruka, a été condamné à mort avec 6 autres personnes. La peine de mort n'était pas encore supprimée au Burundi. Le journal poursuit. La date du 21 octobre est vécue comme si on remue un couteau dans la plaie encore saignante pour les Burundais de différentes composantes ethniques de la société. La jeunesse burundaise exilée à Kigali prend cette date comme le jour où leur destin a basculé. C'est aussi une période de s'inspirer de cette triste histoire afin de prendre des mesures pour plus jamais ça dans l'avenir. Reportage signé Thierry Bigrindavi. Le 21 octobre, date fatidique pour tous les Burundais. Notre pays, jadis pays du lait et du miel, est devenu pays du sang et des larmes. Cette date rappelle le jour où tout a basculé. Le président Melchior Ndadaye a été lâchement assassiné avec certains de ses proches collaborateurs par un groupe de militaires qui s'étaient rebellés au commandement de l'état-major général. Les militants et les sympathisants du parti Sawanya-Frodebu de Ndadaye ont déclenché un chasse à l'homme à toute personne de l'ethnie Tutsi partout dans le pays. Certaines personnes de l'ethnie Tutsi ont été pendues, d'autres ligotés et jetés vivants dans les fosses septiques, dans les rivières ou tout simplement enterrés vivants. Des femmes et des filles de l'ethnie Tutsi ont été violées avant d'être sauvagement exécutées. Toutes ces personnes étaient gratuitement accusées par leurs bourreaux d'être des assassins du président Ndadaye. La guerre civile éclatait au Burundi, faisant des veuves et des orphelins dans toutes les composantes de la société burundaise. Ce qui fait que quand on évoque la date du 21 octobre, c'est comme si on remuait le couteau dans la plaie encore saignante pour tout Burundais, quelle que soit son ethnie. Pour les jeunes Burundais en exil au Rwanda, cette date marque le début d'une vie cauchemardesque. C'est une date qui nous oriente, qui nous rappelle la tragédie qui s'est passée le 21 octobre 1993. Au cours de notre vie, depuis notre jeunesse, jusqu'à 2008-2009, là où il y a eu le cessez-le-feu pour le dernier mouvement rebelle par le FNL, tout le monde a vécu la guerre civile qui avait débuté à la période du 21 octobre 1993. C'est une période où les gens se souviennent des nuits qu'ils ont passées dans les vallées, des nuits qui sont passées entre les cadavres. C'est une date aussi à laquelle il faut pas seulement se souvenir du mal qui est arrivé au Burundi, mais une période qu'il faut que tout citoyen mène une réflexion à propos de l'histoire pour y trouver les moyens de construire, de penser à construire notre futur. Pour un autre jeune, il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent que les massacres qui ont suivi l'assassinat du président Melchior Ndadaye étaient le résultat d'un enseignement de la haine dispensé d'avance au sein de la population. Ce que la population a fait en tuant les voisins, en se vengeant pour Ndadaye, ça c'est archi faux. Parce que j'explique ça par rapport au système qu'ils ont utilisé pour exterminer les gens. Ici je peux citer comment ils ont coupé les arbres dans les routes, comment les machettes qu'ils ont utilisées à Gishubi, c'est la même machette qu'on observait à Ruigi. Donc je peux dire qu'il y avait un enseignement d'exterminer de haine dans la population où on a observé des gens qu'on se donnait du fait, qui étaient nos voisins, en train de nous chasser, en train de chasser les autres, en train de chasser les voisins, en tuant, en volant les biens de les voisins. Donc ça montre qu'il y avait un enseignement négatif dans la population. Le Frodebu a organisé le génocide contre les Tutsis. Donc par rapport à ce qu'on a vu, même dans le pays limitrophe au Rwanda, il y a des slogans qui montrent qu'il y avait la planification d'exterminer déjà, surtout parce qu'ils étaient des Tutsis et ils étaient aussi les sympathisants ou les membres du parti Iprona à l'époque. Donc il y avait cet enseignement d'exterminer les autres.
La réouverture du dossier sur l'assassinat du président Dadaye est une simple manipulation politique, car la recherche de la vérité et la réconciliation du peuple burundais est le dernier des soucis de ceux qui dirigent notre pays. Si Bujumbura ou Gitega décide aujourd'hui de trancher sur le cas de Dadaye, d'abord, je vois que c'est un jeu politique. Il ne devrait pas le faire ainsi car d'abord Ndadaye n'a pas été assassiné, oui, il y en a des citoyens civils qui ont été assassinés en même temps ou le lendemain. Il fallait prendre le dossier ensemble et puis mener une justice pour tous. Une deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que pour le moment, ce qu'ils sont en train de faire, le pouvoir de Gitega et son parti d'origine, le parti qui a mis en place le système qui est en train de gouverner le pays pour le moment, ce qu'ils sont en train d'enseigner, ça n'oriente pas, ça ne rassure pas qu'ils cherchent réellement la justice ou qu'ils cherchent réellement la réconciliation au Burundi. Ils sont en train d'enseigner les jeunes enfants appelés Ibiswi by'inkona. Ils les rappellent des dates historiques qui ramènent la haine au lieu de réconcilier le peuple. Je crois que pour le moment, le pouvoir de Gitega n'est pas à mesure de mener une justice équitable pour les victimes qui rétablit ou qui réconcilie le peuple burundais, puisqu'il n'est pas, pour le moment, vous voyez il est dans la situation de crise, il y a des opposants qui sont à l'extérieur. Je pense que c'est un jeu politique qui se rapporte aux négociations qu'il veut faire, où il faut des pressions sur les uns ou les autres afin d'arriver sur les missions. Cette guerre civile déclenchée par l'assassinat du président Dadaye a coûté la vie à 300 000 Burundais. C'est l'accord d'Arusha du 28 août 2000 qui a mis fin à cette folie humaine. Pourtant, un accord délibérément violé par le pouvoir de Bujumbura en 2015, ce qui a fait que le pays replonge dans une grave crise politico-sécuritaire qui a déjà coûté la vie à plus de 5 000 personnes. Selon le HCR, plus de 400 000 Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins. Politique, toujours, l'OLUCOM, une ONG qui lutte contre les malversations économiques, demande aux Nations Unies de garder un œil vigilant sur le processus de préparation des élections de 2020 au Burundi. Dans une lettre ouverte adressée au secrétaire général des Nations Unies, l'OLUCOM déclare que les piliers de la démocratie et de la bonne gouvernance sont ébranlés et sollicite la reprise du dialogue interburundais. Sylvain Gabriel Fili, il est président de l'OLUCOM. Nous avons d'abord demandé aux Nations Unies d'exiger au gouvernement burundais d'organiser des élections répondant aux normes démocratiques et aux principes de transparence auxquels le Burundi a adhéré. D'exiger au gouvernement burundais d'obéir aux principes d'obligation de mise en œuvre, de respecter et de protéger les droits humains auxquels il a adhéré, en répondant bien évidemment aux vraies préoccupations des citoyens burundais. Ces droits, tout le monde les connaît, ce sont les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Troisièmement, nous avons demandé aux Nations Unies de se concerter avec l'Union africaine et la région de l'Afrique et de l'EAC pour qu'il puisse y avoir au Burundi des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées. Sinon, on risque justement d'avoir beaucoup de problèmes. Mais nous voulons qu'avant tout, il y ait organisation du dialogue inter-burundais qui était piloté par la région est-africaine parce que, comme vous le savez, ce dialogue a été arrêté sans qu'il y ait un accord politique. Nous avons aussi demandé aux Nations Unies d'exiger qu'il y ait des observateurs internationaux crédibles afin de garantir la transparence et ainsi éviter le pire qu'on a observé dans ces dernières années. Vous savez que chaque fois qu'il y avait l'organisation des élections au Burundi, il y avait toujours des violences. Cinquièmement, on les a demandé qu'il y ait un accord politique garantissant le retour des réfugiés et établir tous les piliers de la démocratie qui ont été ébranlés suite au comportement du gouvernement actuel.
pour les organisations internationales et les pays amis, l'ORICOM a demandé qu'il y ait pression aux politiciens burundais, plus particulièrement au gouvernement et aux partis au pouvoir, de conditionner tous les financements à l'exigence qu'il y ait un dialogue inter-burundais externe, inclusif, où chaque groupe de Burundais se sente représenté ou participe sans aucun problème. Et le recrutement de nouveaux policiers sous-officiers par quota ethnique, selon plutôt le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Mourikié, la sélection se fera sur la base de la loi, mais il ajoute que ceux qui désirent entrer dans la même police devront passer un test suivi. Comme tous les autres recrutements, ça se fera par les quotas basés sur le genre et l'ethnie, comme prévu dans la loi burundaise. La catégorie des sous-officiers accueille au moins 1000, mais les vrais chiffres sont connus après le test et la plupart le réussissent. C'est l'occasion de lancer un appel pour qu'ils viennent nombreux pour intégrer ce corps parce que, premièrement, il s'agit de trouver du travail. Vous savez qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de travail, qu'ils n'ont rien à faire. Et puis, ça n'exige pas un haut niveau d'études. Tous ceux qui sont en chômage avec un niveau de la 8e au moins sont invités à venir entrer dans le corps de police. Une institution noble, et puis c'est un travail digne, un travail de don de soi pour les autres. Cette volonté manifestée par la police burundaise ne vise que distraire la communauté internationale qu'elle va appliquer l'accord d'Arusha, que même le pays qu'elle sert ne veut pas entendre. Pour Maître Lambert Nigarura, un des défenseurs burundais des droits de l'homme, différents rapports ont montré qu'aujourd'hui, plus de 80% des services de sécurité sont occupés par l'ethnie Hutu. Suivez. Je pense que c'est une façon de tromper la vigilance des gens parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu des rapports, il y a beaucoup de rapports qui démontrent à suffisance que la police ne respecte pas les quotas ethniques prévus par l'accord d'Arusha. Une seule ethnie, la police burundaise est aujourd'hui composée à plus de 80% d'une seule ethnie. Ça, c'est bien documenté par des organisations de défense des droits humains. Ce n'est pas donc aujourd'hui de dire qu'ils vont recruter sur base ethnique. Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la police. Au niveau de l'armée, vous savez que chaque année, il y a des retraités et plus de 80% sont des anciens membres de l'armée burundaise, à majorité Tutsi, tandis que les anciens des mouvements armés ne sont pas concernés par cette mesure. Il y a donc une disproportionnalité, que ce soit au niveau de l'armée, qui n'est pas corrigée au niveau de la police aussi. Et sans toutefois oublier qu'il y a des gens qui se font recruter comme une ethnie alors qu'ils ne sont pas de cette ethnie. Et ça, c'est juste pour calmer la population, pour tromper la population, comme quoi ils respectent les accords d'Arusha alors qu'ils sont les premiers à détruire, à violer cet accord qui avait permis la réconciliation du peuple burundais. Je n'aimerais pas continuer des commentaires. Je sais que c'est juste une manipulation politique à l'approche des élections de 2020. Et avant de clore cette édition, la pénurie de l'eau potable dans la ville de Bujumbura sera au centre des débats de la rubrique Au cœur de la société. D'aujourd'hui, un magazine produit en synergie par les radios RPA Nzamba et la télévision Renaissance. La rubrique Au cœur de la société est présentée par Émile Nibasumba. Certains citadins passent des jours sans en apercevoir une goutte. D'autres sont obligés de rester éveillés pendant la nuit pour pouvoir profiter de cette eau potable qui n'est plus régulière dans les robinets de la ville de Bujumbura. Pourquoi l'on est obligé d'obtenir de l'eau potable à tour de rôle? Y a-t-il une solution à cette pénurie? Certaines réponses se trouvent dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 19 octobre 2019. Le mini-magazine présenté par Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue. La carence de l'eau potable est observée depuis des mois
à Bujumbura. Du nord au sud, en passant par le centre-ville, les habitants de la capitale économique ne sont pas convenablement servis en eau potable. Thierry Bigirindavyi a parlé aux habitants de certains quartiers. Il s'observe une pénurie de l'eau potable dans certains quartiers de la ville de Bujumbura. La zone de Musaga est l'une des plus touchées pour le moment. Comme l'avoue cette personne qui vit à Musaga. On peut passer 3 à 4 jours sans avoir de l'eau. La carence de l'eau est devenue une situation alarmante. Je ne sais pas jusqu'à maintenant où réside le problème. On peut avoir de l'eau un jour, mais le lendemain, on en a plus. Il y a même des fois où on peut même passer plus d'une semaine sans avoir de l'eau. Et on se demande où réside le problème sans trouver la réponse. Selon un autre habitat de la zone Musaga, quelquefois l'eau commence à couler dans les robinets à partir de 23h. Mais à 3h du matin, tous les robinets sont à sec. Dans certaines localités de la commune Kanyosha, la population est approvisionnée en eau potable tous les matins jusqu'à 11h. Après, aucune goutte d'eau dans les robinets. Seule l'eau de la rivière Moura est disponible pour les habitants des quartiers sud de la capitale. Même les quartiers du nord de la ville de Bujumbura ne sont pas épargnés par cette pénurie. Le quartier Kamenge est le plus concerné. Selon certains habitants du quartier Charama, ils vivent en calvaire. Depuis le mois de juillet, ils ne reçoivent l'eau des robinets qu'entre 2h et 3h du matin seulement. Mais d'où vient cette eau potable qui alimente la ville de Bujumbura? L'urbaniste Nestor Niungeko évoque les principales méthodes d'adduction d'eau potable. Il y a une alimentation à partir des adductions gravitaires par le captage des eaux trouvées dans les sources, dans les hauteurs de la ville de Bujumbura. Il y a les eaux captées à partir du lac Tanganyika. Il y a des bonnes fontaines aménagées dans les petits ruisseaux, des petites sources d'eau à faible débit d'eau qui sont aménagées surtout par des partenaires dans les adductions d'eau potable en milieu rural. C'est cette eau qui coule dans les robinets publics, dans les quartiers, dans des lieux publics, dont les marchés et les hôpitaux. C'est cette eau qu'on trouve également dans les ménages. Mais suite à la pénurie de cette eau potable en mairie de Bujumbura, le porte-parole du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, Léonidas Sindaïgaya, a donné des explications dans une conférence publique le 25 septembre dernier. Il est repris en français par Thierry Bigirindavyi de la télévision Renaissance. Mu gihe c'ici hajya dukoresha amazi menshi gusumba mu bindi bihe ndetse ivyo imigende y'amazi amatwiyo y'amazi hajya mu gisagara nukuri sivyo imbeshere ari karasaza. Pendant la saison sèche, nous utilisons une grande quantité d'eau par rapport aux autres périodes. À part ça, les tuyaux de la régie de distribution de l'eau sont défectués dans la ville de Bujumbura. Il y a une fuite de 30% de l'eau produite par la régie des eaux. Un autre handicap est l'extension de la ville de Bujumbura qui ne précède pas la capacité de production de l'eau potable de la régie des eaux. Nous avons pris la décision de demander à la régie des eaux de faire une alternance pour une distribution équitable d'eau. Adacashoka kwira nkuko abantu bavyifuza umuntu yuguriye robine acabona amazi yisesa umwanya wose. Twari twafashe ingingo dusaba regide zo ko hoba gusabikanya ayo mazi. Avec 127 km² de superficie, la ville de Bujumbura compte actuellement plus d'1 million d'habitants avec une densité qui peut aller jusqu'à 10 000 habitants par km² à certains endroits. Ingénieur Nestor Niungeko propose des solutions pour ne plus priver les citadins de l'eau potable. La régie des eaux aujourd'hui n'est plus capable financièrement de continuer ses activités comme elle le faisait avant. Donc la régie des eaux a besoin d'un soutien de l'État. L'État doit encore une fois investir dans la régie des eaux et lui donner des moyens suffisants. Autre chose, la régie des eaux, comme étant une entreprise commerciale, et elle vend de l'eau, elle vend de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle dégage des bénéfices. Normalement, en cas de difficulté ou de déficit financier, la régie des eaux devrait approcher les banques commerciales de la place ou de l'extérieur et demander des crédits remboursables à long terme. Et comme ça, il peut encore une fois s'équiper et chercher de l'eau suffisante et vendre cette eau à la population comme elle le faisait. L'autre chose, c'est que ces équipements que la régie des eaux a besoin étant très coûteux, l'État du Burundi devrait
approcher encore une fois les bailleurs traditionnels, les bailleurs de fonds qui appuyaient à l'époque la régie des eaux. Mais ça demande que le gouvernement soit crédible. Il faut améliorer les méthodes de gestion. La gestion aujourd'hui est caractérisée par des malversations à grande échelle. Les propositions de l'urbaniste clôturent le mini-magazine au cœur de la société. Merci à Emile Basumba. C'est sur ce magazine que nous mettons un peu final à notre édition. Merci à vous de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine.